Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 35e numéro du magazine de la FDV. Ce mois-ci, au programme, tout d'abord, comme d'habitude, un adage. Il s'agira cette fois de propter nuptias et l'un des grands arrêts de la jurisprudence administrative. Nous évoquerons ensuite les points marquants de l'actualité juridique de la Gazette de la FDV. Et en fin de magazine, nous recevrons une représentante de l'APIDH pour le prochain colloque qu'ils vont organiser. Tout de suite, l'adage du mois, propter nuptias. Propter nuptias, à cause du mariage. Libéralité entre vifs, effectuée par le futur conjoint ou par un tiers, en raison du mariage du bénéficiaire. Retrouvons maintenant l'actualité juridique développée ce mois dans la Gazette de la Faculté de droit virtuel, ensemble d'actualités que vous retrouvez comme d'habitude dans la rubrique Gazette sur le site de la FDV. Commençons par l'actualité jurisprudentielle, une QPC une fois encore, concernant cette fois la conduite sous l'emprise de stupéfiants. Eh bien, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 9 décembre 2011, rejette cette QPC. Acquisition de la nationalité française par le bénéfice de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité. C'est une décision de la Cour de cassation, première chambre civile, du 18 janvier 2012. Dans cet arrêt, promis à une large publication et donc une grande importance probablement, la Cour retient le bénéfice de l'effet collectif attaché à une déclaration de nationalité comme n'étant pas soumis à ce que la filiation de l'enfant soit transcrite avant l'acquisition par son auteur de la nationalité française. Précision de la définition du harcèlement moral par un arrêt de la Chambre criminelle du 6 décembre 2011. Le harcèlement peut être le fait d'un subordonné. La Cour de cassation apporte des précisions importantes dans cet arrêt quant à la définition légale du harcèlement moral. Le préjudice résultant du harcèlement peut être qu'éventuel, mais surtout, l'existence d'un lien de subordination n'est pas nécessaire pour caractériser des faits de harcèlement moral. Le droit à l'hébergement d'urgence, un nouveau droit fondamental, voilà la question qui peut résulter de l'ordonnance du 10 février 2012. La carence de l'administration dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence pour les personnes sans abri peut constituer, selon le Conseil d'État, une atteinte grave à une liberté fondamentale. Cour de justice de l'Union européenne maintenant, 21 décembre 2011, la Cour de justice a rendu une décision illustrant l'articulation entre le droit européen, le droit international et de l'environnement. Passons à l'actualité législative. Tout d'abord, la loi sur la négation des génocides ne durera pas. Elle vient d'être annulée par le Conseil constitutionnel. Il s'agit de la décision du Conseil du 28 février 2012 sur un rapport de Mme Valérie Boyer. La proposition de loi votée par le Parlement visant à réprimer la contestation ou la minimisation grossière de l'un ou de plusieurs crimes de génocide lorsqu'ils sont reconnus comme tels par les lois de la République française, eh bien cette loi est contraire à la Constitution. Les nouvelles orientations relatives à l'ordonnance pénale, simplification et extension de la procédure, c'est la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles. La nouvelle simplification de l'ordonnance pénale délictuelle passe par l'élargissement du champ des infractions et l'aménagement des droits des parties au sein de la procédure simplifiée. Enfin, précision juridique, comptables et fiscales sur l'EIRL par un décret du 30 janvier 2012. L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, créé suite à la loi du 15 juin 2010, a provoqué une forte émulation intellectuelle dans le milieu juridique face aux nouvelles perspectives offertes par ce régime. Eh bien, la succession rapide des textes y afférents révèle que des difficultés à en appréhender tous les aspects subsistent et le dernier texte en date, décret du 30 janvier 2012, bien qu'apportant des précisions d'ordre juridique, comptable et fiscal, peine quand même à y remédier.
Voilà pour l'actualité juridique de ce mois. Nous vous rappelons que chaque mois, nous retrouverons également les illustrations de Jacques Seller et d'Hervé Croze sur ces brèves d'actualité. Et nous passons désormais au grand arrêt du mois, le grand arrêt de la jurisprudence administrative. Souvenez-vous, les Antilles, la Guadeloupe, Basse-Terre, la baie Mao. C'est tout près de la mer des Caraïbes que le 17 octobre 1989 est créée la société Tropic Travaux Signalisation. Cette société, par action simplifiée, a pour activité la construction de routes et d'autoroutes. Alors, lorsque son dirigeant apprend que la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre souhaite passer un marché public portant sur le marquage des aires d'avion et des chaussées routières de l'aéroport de Pointe-à-Pitre-le-Rézet, c'est tout naturellement que la société Tropic Travaux Signalisation constitue son dossier et concourt à l'appel d'offres. Malheureusement, le 14 novembre 2005, la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre décide d'attribuer le marché à l'entreprise Rugoway. Ce contrat est d'ailleurs signé quelques jours plus tard, le 26 novembre 2005. Notre société de bâtiments et travaux publics, bien qu'évincée, ne s'estime pas encore vaincue. Elle décide de déposer une requête tendant à la suspension de l'exécution du rejet de son offre, de l'acceptation de l'offre de la société Rugoway, de la décision de signer le marché et du marché lui-même. Mais le tribunal administratif de Basse-Terre, qui avait été saisi, rejette sa demande par une ordonnance en date du 2 mars 2006. La société Tropic Travaux Signalisation, par le biais de son représentant, se pourvoit alors en cassation. Le Conseil d'État rend sa décision le 16 juillet 2007 et considère notamment que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, assorties le cas échéant de demandes indemnitaires. Que ce recours doit être exercé, y compris sur le contrat contesté relatif à des travaux publics, dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi, qu'à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est en revanche plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables. Il décide donc d'annuler l'ordonnance du premier juge, mais rejette tout de même la requête. Ce faisant, cette décision n'est pas satisfaisante pour la société Tropic Travaux Signalisation, mais ouvre une voie de recours directe contre les contrats administratifs. Intéressant, non ? Allez, je vais maintenant rejoindre mon invité pour la dernière séquence de notre magazine. Alors, nous recevons ce mois Caroline Migazzi, qui est membre de l'APIDH, l'Association pour la promotion interuniversitaire des droits de l'homme, l'APIDH qui organise chaque année le concours de plaidoirie Habeas Corpus, ainsi qu'un colloque, les deux étant intimement liés. Alors, Caroline Migazzi, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir. Peut-être on peut commencer par évoquer le colloque que vous organisez, qui est finalement une manifestation scientifique à laquelle vous conviez les étudiants participant au concours en vue de les associer à une recherche universitaire. Oui, voilà, effectivement, le colloque du concours Habeas Corpus est organisé depuis 2009 en parallèle du concours de plaidoirie et porte sur le thème du cas pratique. Donc il permet de renforcer les aspects scientifiques du concours et d'autre part, il permet aussi de former les équipes participantes à la recherche universitaire, puisque parallèlement à leur mémoire, les équipes participantes ont fait une synthèse de leur recherche orientée selon un thème défini par l'association. Et lors de leur rencontre à Lyon, des ateliers de mise en commun seront organisés pour leur permettre de faire une synthèse de ces rapports. À l'issue de cela, un rapporteur sera désigné parmi les conseillers juridiques pour intervenir
pour le compte de chaque atelier pour intervenir donc pendant 10 minutes aux côtés de spécialistes de la matière. Donc cette année, les équipes du concours ABS Corpus interviendront aux côtés de spécialistes en droit de l'homme, mais aussi aux côtés de spécialistes en droit de l'environnement, et ainsi que d'un juge à la Cour européenne des droits de l'homme. Le volet recherche universitaire se retrouve également dans le cadre d'une publication, puisque chaque année, les actes du colloque sont publiés. D'accord. Donc, vous le disiez, cette année, droit de l'environnement et droit de l'homme. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème? Est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que ça correspond à une véritable problématique, notamment celle qui a pu être soulevée dans le cas que vous avez soumis aux candidats au concours? Alors, effectivement, l'environnement est, si je puis dire, à la mode. Mais ce qui a motivé le choix de l'association pour ce thème, ce sont les problématiques juridiques qui se posent lorsque l'on met en perspective l'environnement et les droits de l'homme, et en particulier le système de la Convention européenne des droits de l'homme. Qui plus est, ce thème est, comme je l'ai mentionné, le thème du cas pratique qui a été proposé aux étudiants cette année. Donc, ce colloque, qui aura lieu les 29 et 30 mars dans les salons de l'Hôtel de Ville de Lyon, sera bien l'occasion de mettre en lumière ces problématiques. Par exemple, le jeudi après-midi, c'est la protection de l'environnement qui sera abordée à travers 2 thèmes. Le premier étant les interactions entre les droits de l'homme et l'environnement, et le second étant l'appréhension de l'environnement par le système de la Convention. Et le lendemain matin, les débats porteront particulièrement sur le droit à l'environnement dans divers ordres juridiques, donc par exemple dans le cadre du droit constitutionnel, dans le cadre également du droit régional, donc droit européen, droit américain et droit africain, et enfin dans le cadre du droit onusien. Voilà, donc vous parlez en effet du fait d'aborder les thématiques dans divers ordres juridiques, ce qui nous ramène aussi au concours, parce que ce concours, vous le présentez comme un concours de plaidoirie, mais en même temps, il y a une véritable réflexion de fond, vous le dites, hein, les équipes qui sont en lice sont issues de systèmes juridiques qui ont toutes en commun, comme norme de référence, la Convention européenne des droits de l'homme. Oui, effectivement, ce concours, né il y a maintenant 6 ans, réunit des équipes composées d'étudiants principalement européens qui utilisent comme norme de référence la Convention européenne des droits de l'homme. Et ce n'est pas seulement un exercice de style qu'on leur demande, puisqu'il est attendu d'eux une véritable réflexion de fond poussée. En effet, ce concours a non seulement pour objectif de favoriser les échanges interuniversitaires, mais il a également pour objectif de promouvoir l'apprentissage des droits de l'homme au niveau national et international. Donc cette année, une dizaine d'équipes en provenance de diverses universités françaises et européennes ont traité un cas pratique fictif, ont rédigé un mémoire en requête ou en défense selon leur qualité et s'affronteront à Lyon du 26 au 30 mars prochain. Durant cette phase orale, toutes les équipes, qui sont donc composées d'un conseiller juridique et de 2 plaideurs, vont plaider en français et selon les règles de procédure classiques, et ce au moins 2 fois dans la semaine. Enfin, la composition du jury montre également l'importance de la réflexion de fond, puisque ce jury est composé de professeurs de diverses universités ainsi que de praticiens du droit. Ce jury va avoir pour rôle de désigner la meilleure équipe en requête et en défense, qui s'affronteront lors de la finale. Et cette année, les vainqueurs du concours ABS Corpus remporteront un beau prix, puisqu'il s'agit d'un stage d'1 mois à la Cour européenne des droits de l'homme. Eh bien écoutez, Caroline Migazzi, très bien. Nous vous souhaitons bon courage pour l'organisation de toutes ces manifestations, un bon concours, un bon colloque dont nous rappelons qu'il aura lieu les 29 et 30 mars dans les salons de l'Hôtel de Ville de Lyon. Quant à nous, nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro du magazine de l'AFDV.